Bonjour et bienvenue sur le podcast de Plume de Doctorant. Le podcast dédié à l'actualité de la recherche autour des guerres mondiales. Je suis Guillaume Hiverneau. Je suis Charlotte Barnabé. Alors que l'historiographie de ces périodes est déjà abondante et que les livres les concernant inondent régulièrement les rayons de librairie, quels sont les travaux les plus récents et quels débats animent la recherche ? C'est ce à quoi nous essayons de répondre en rencontrant les chercheuses et chercheurs qui travaillent sur les guerres mondiales. Bonjour à tous et bienvenue dans En Ruine, un format de Plume de Doctorant dédié aux histoires d'abandon, à leurs spécialistes, exploratrices et explorateurs. Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Aude Le Gallou, maître assistante au département de géographie et environnement à l'Université de Genève, spécialisée en géographie urbaine et culturelle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc docteur en géographie, spécialiste des appropriations matérielles et symboliques des espaces abandonnés dans une perspective de géographie culturelle. En 2021, vous avez soutenu une thèse qui s'intitulait « Géographie des lieux abandonnés, de l'urbex au tourisme de l'abandon, perspectives croisées à partir de Berlin et Détroit ». Une thèse soutenue à l'Université de Paris 1 sous la direction de Marie Gravary-Barbas et Boris Grésillon, si je ne me trompe pas. C'est ça. Pour commencer, comment en êtes-vous arrivé à un tel sujet ? Alors, c'est venu progressivement. D'abord, en mémoire de master, j'avais travaillé sur la question plutôt des absences, des souvenirs urbains de la RDA à Berlin-Est, notamment. Donc, je m'intéressais déjà à ces questions d'absence-présence dans l'espace urbain. Et puis, dans la suite de mes travaux de master, j'ai resserré un petit peu sur les lieux abandonnés, toujours à Berlin, pour comprendre un petit peu les appropriations que ça pouvait susciter et les conflits d'aménagement aussi qu'il y avait autour. Et donc petit à petit, j'ai resserré cette question de l'absence, de la nostalgie autour d'un type d'espace particulier qui était les lieux abandonnés. Et j'ai ensuite choisi de consacrer ma thèse à l'urbex. Et finalement, au fur et à mesure du début de thèse, j'ai un petit peu recentré sur la question des appropriations touristiques de l'urbex. Donc finalement, des variations un peu plus commerciales de cette pratique. Alors dans En Ruine, c'est toujours un peu notre question inaugurale. Quelle définition, plus ou moins subjective, pourriez-vous donner de l'abandon et des lieux abandonnés ? Alors ça, c'est une super question parce que je l'ai vachement travaillé dans ma thèse, donc je suis très contente qu'on me la pose. Pour moi, l'abandon, c'est un processus multidimensionnel de désappropriation des espaces concernés par ce processus. Et c'est aussi l'état qui en résulte. Et j'avais essayé dans ma thèse de distinguer 5 dimensions, dont j'espère que je vais bien me souvenir, parce qu'en général, j'en oublie toujours une quand il faut que j'en parle à l'oral. Mais il y a la dimension matérielle, donc tout ce qui touche à la désappropriation, à la désaffectation et ce que ça fait au lieu. La dimension fonctionnelle, donc le fait que ça perd sa fonction, en tout cas sa fonction originelle, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des appropriations informelles et donc des fonctions moins classiques et plus sous le radar qui se développent. La dimension juridique, puisque l'abandon peut aussi avoir une dimension juridique, ça peut aussi se traduire par un affaiblissement des structures de propriété et puis de la manière dont les propriétaires éventuels font valoir leurs droits d'une certaine façon. La dimension économique, puisque souvent ces lieux perdent avec leur fonction, perdent aussi une partie de leur valeur économique, ce qui n'empêche pas qu'en termes de patrimoine, par exemple, ça peut garder une certaine forme de valeur. Et puis la dimension qui m'intéresse peut-être plus que les autres, qui est la dimension symbolique et affective, donc tout ce qui touche aux représentations que les individus et les groupes sociaux peuvent associer à ces lieux. Et ce qui m'intéresse dans cette tentative de définition, dont je ne prétends pas qu'elle soit absolue et indépassable, c'est de pouvoir aborder l'abandon comme un processus qui n'est pas un processus noir ou blanc, c'est pas un lieu abandonné ou est pas abandonné, mais un lieu présente différentes caractéristiques qui correspondent à différentes dimensions de l'abandon, et en fait on a des situations très diverses, une forme de gradient d'abandon finalement. On pourrait imaginer un site qui ne réponde à aucune de ces dimensions, qui soit parfaitement approprié, et à l'extrémité du spectre, un site qui serait très avancé sur chacune de ces dimensions. Et alors pour poursuivre dans les définitions, quelle serait votre définition du tourisme de l'abandon ? Alors pour moi, le tourisme de l'abandon, alors je l'ai défini dans ma thèse comme des appropriations touristiques qui sont justement fondées sur l'abandon. La motivation principale à la fois des prestataires et des visiteurs, c'est justement cette dimension d'abandon. Ça, je pense que c'est important parce qu'il y a d'autres types de sites qui peuvent être, d'autres sites abandonnés qui peuvent faire l'objet de valorisation touristique, mais dont l'abandon finalement ne serait pas la principale motivation. Il pourrait y avoir une dimension historique ou patrimoniale qui prendrait le pas sur l'intérêt pour l'abandon. Des appropriations touristiques qui sont organisées, commercialisées par un prestataire extérieur au groupe de visiteurs,
et des prestations touristiques qui s'appuient sur la pratique de l'urbex, justement, qui valorisent, alors plus ou moins en fonction des prestataires et des entreprises, cette pratique, les codes de la pratique, les imaginaires associés à la pratique. Mais on pourrait aussi tout à fait imaginer en fait un tourisme de l'abandon qui serait beaucoup moins formel. Moi, dans le cadre de ma thèse, je me suis concentrée vraiment sur les appropriations de type commercial. Mais là aussi, je pense qu'il vaut mieux réfléchir en termes de gradient et puis voir que entre l'urbex pur et dur et puis une appropriation commerciale hyper cadrée, il y a aussi toute une série d'entre-deux. Si quelqu'un qui fait de l'urbex emmène des copains dans un site, alors que ces gens-là n'ont jamais fait d'urbex, ils ne le feraient pas tout seuls, peut-être que c'est déjà une forme un peu moins organisée de tourisme de l'abandon. C'est une notion que j'adore enseigner aux élèves, peut-être qu'elle est dépassée. Est-ce que le tourisme de l'abandon peut intégrer le dark tourisme ? Alors, à mon avis, il y a des recoupements, il y a peut-être des chevauchements, mais pour moi, c'est autre chose parce que le dark tourism, c'est vraiment des activités touristiques qui sont fondées sur un attrait pour la souffrance, la mort, pour cette dimension a priori très négative. Dans le tourisme de l'abandon, je pense qu'il peut y avoir de ça, mais à mon avis, c'est beaucoup plus vaste et il peut y avoir des motivations qui ne sont pas des motivations liées à cette dimension un peu morbide finalement, mais qui peuvent être des dimensions esthétiques, émotionnelles, alors qui sont souvent un petit peu liées justement à cette idée que les appropriations ont disparu, il y a de la nostalgie, mais c'est pas forcément lié à quelque chose de vraiment morbide, lié à de la souffrance. Donc je pense qu'il y a des recoupements, notamment dans la dimension émotionnelle, dans le fait que ça marque un attrait pour des espaces qui sont a priori plutôt répulsifs dans les imaginaires collectifs. Mais à mon avis, c'est pas la même chose. Pour moi, c'est pas une sous-catégorie du dark tourism. Donc je pense qu'il y a des accointances très claires qui mériteraient d'ailleurs sans doute qu'on s'y intéresse de manière plus précise, mais je ferais vraiment bien la distinction entre les deux. Par ailleurs, un même lieu peut attirer ces deux types de tourisme. Je pense à Tchernobyl, par exemple, il peut y avoir les deux types de motivations. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'il y a des lieux qui sont effectivement abandonnés en lien très clair avec des événements, avec des catastrophes, avec des événements qui charrient justement toute cette dimension de morbidité, de tristesse, de mort. Donc, ouais, bien sûr, ça fonctionne tout à fait. Quelle serait votre définition de l'urbex ? Alors je pense que je vais pas être très originale parce que ma définition de l'urbex correspond aux définitions qui sont classiquement données. Alors peut-être juste, il y a deux définitions en général, une définition un peu centrée sur l'abandon, justement l'exploration très, très souvent illégale de lieux à l'abandon, et puis une définition plus large qui serait le fait d'explorer tout type d'espaces urbains ou pas urbains d'ailleurs, qui sont un peu en dehors des radars, qui sont habituellement inaccessibles, du type les chantiers, les infrastructures. Moi, je m'intéresse plutôt à l'urbex en tant que lieu abandonné, enfin que pratique qui concerne les lieux abandonnés. Moi, c'est plutôt la première définition qui m'intéresse. En évinçant donc la partie infiltration, vraiment. Enfin, ce qu'on considérait comme infiltration, donc les toitures, les... Oui, alors ça, oui, moi c'est pas à cette partie-là que je m'intéresse. Disons que je nie pas du tout que ça puisse faire partie de l'urbex, mais c'est pas cette partie-là qui m'intéresse. Encore que parfois la filtration puisse aussi concerner des lieux abandonnés quand ils sont très bien sécurisés. Donc il y a peut-être là aussi un petit point de chevauchement possible. Merci. Donc vous pratiquez vous-même l'urbex. Qu'est-ce que cela dit de l'engagement du corps de la chercheuse ? Alors c'est une très bonne question, merci. Ça me paraît intéressant parce que justement, on a eu pendant longtemps l'idée que la recherche c'était un processus uniquement intellectuel qui émanait d'un cerveau purement désincarné et pensant, qui ne serait que pensant. Et puis de plus en plus en sciences sociales et en géographie en particulier, on s'intéresse à la dimension sensible, corporelle, émotionnelle aussi, à tout ce qui relève de ces dimensions-là et le rôle que ça joue dans la dimension dans la démarche de recherche. Et en l'occurrence, pratiquer l'urbex, c'est vraiment quelque chose qui permet de comprendre ça, de vraiment mettre ces dimensions-là en œuvre, puisqu'il y a la question du franchissement d'obstacles, il y a l'idée que les mouvements ne sont pas du tout fluides, au sens où on ne pratique pas des espaces qui sont faits dans lesquels on a le droit de déambuler, auxquels on a le droit d'accéder. Il y a une dimension corporelle et émotionnelle qui est celle de la peur, ou en tout cas de la méfiance, de l'attention portée à tous les risques matériels ou humains qui pourraient se présenter. Et ce qui me paraît intéressant, c'est que ça permet à la fois d'avoir accès aussi à la dimension émotionnelle de la pratique. Finalement, l'urbex devient
un objet de recherche, mais une méthode de recherche aussi. On ne peut pas forcément bien comprendre ce qui se joue si on ne la pratique pas soi-même. Et ça a un intérêt aussi dans la mesure où c'est pas une dimension sensible qu'on vit individuellement, sauf si on explore tout seul, mais qu'on vit en général en petits groupes d'interconnaissance. Et ce partage finalement de la dimension sensible de la pratique, c'est aussi quelque chose qui peut avoir un intérêt dans la dimension dans la démarche de recherche, notamment parce que ça permet aussi de renforcer des liens avec des personnes qui sont à la fois des camarades d'Urbex, mais qui sont aussi dans le processus de recherche des personnes enquêtées, des personnes avec qui on peut faire des entretiens, formels ou informels. Donc cette dimension sensible, elle me paraît à la fois hyper importante pour comprendre la pratique, mais aussi c'est une modalité d'intégration finalement à la communauté qu'on entend étudier. Donc en parlant de méthodologie, vous avez justement effectué pour votre thèse des études de terrain, donc à Berlin et à Détroit. Si je ne me trompe pas, il y a eu entre 2017 et 2019 3 séjours à Berlin et 2 à Détroit en 2017 et 2018. Quel a été le travail préparatoire pour sélectionner les lieux étudiés ? Alors ça s'est passé un peu différemment pour les deux espaces. Berlin m'était déjà assez familier puisque j'avais travaillé en master 1 et 2 sur Berlin, donc j'avais déjà écrit 2 mémoires sur le cas de Berlin, donc je voyais à peu près comment ça se passait, comment l'espace, ce que je pouvais tirer, disons, de cette étude de cas. Et puis, dans le cadre de la thèse, je voulais quelque chose un peu plus large. Je voulais une comparaison. Et sur la question des ruines, des lieux abandonnés, j'ai assez rapidement pensé à Détroit. Donc, je suis allée en 2015, donc un petit peu avant ma thèse, à Détroit pour voir quelques jours comment ça se présentait, pour prendre le pouls un petit peu. Et j'ai donc décidé à ce moment-là d'intégrer Détroit à mon travail. Et ensuite, le travail préparatoire pour les terrains a été un petit peu différent parce que dans le cadre de Berlin, c'était déjà à peu près cadré, donc il fallait juste identifier les visites, les interlocuteurs, les interlocutrices. À Détroit, tout restait à faire, il fallait se familiariser avec une ville qui ne fonctionnait pas de la même façon, qui était assez étrangère, assez déroutante finalement pour l'européenne que j'étais. Et donc il a fallu peut-être un petit peu plus de temps de mise en route aussi, d'identification des acteurs et des actrices pertinents, et pour aussi un petit peu saisir les codes qu'il pouvait y avoir, et puis les enjeux matériels mais aussi symboliques qu'il y avait autour des ruines à Détroit, qui sont très importants, enfin qui étaient en tout cas à l'époque très importants. Le milieu universitaire local, que ce soit à Détroit ou à Berlin, s'était intéressé un peu à ces questions-là d'abandon. Alors pas forcément parler d'urbex, mais en tout cas déjà sur la notion de ville qui est en déclin, ou pas pour le cas de Détroit. Ouais, surtout à Détroit, c'était beaucoup le cas parce que c'était vraiment un trait majeur, incontournable des dynamiques urbaines à Détroit. Donc c'était pas tant la question de l'urbex ou des appropriations touristiques, mais c'était surtout la question de la gestion en fait de la décroissance et de ces paysages du déclin. La gestion d'un abandon massif qui posait des problèmes à la fois très concrets, de dégradation urbaine, de criminalité, de dévaluation, et puis des problèmes un peu plus symboliques qui tenaient notamment à l'image de la ville et à tout ce que ça pouvait avoir aussi comme conséquences plus concrètes en termes d'attractivité économique et touristique. Donc c'est des choses qui avaient été beaucoup travaillées, mais plutôt sur le mode de l'aménagement, de l'urbanisme, moins sur la question un peu sur la question touristique. Et puis, à côté, il y avait aussi quand même quelques travaux très intéressants sur la dimension vraiment symbolique de ces lieux abandonnés et sur la dimension politique, en fait, de ces représentations et de ces imaginaires. Donc, des travaux qui montraient que le fait de présenter Détroit comme une ville qui était complètement abandonnée, dans laquelle il n'y avait plus d'habitants, qui était uniquement une ville en ruine, ça avait des implications politiques aussi sur la manière dont le déclin était compris et traité. Et donc ça, c'est des travaux de géographe plutôt, pour la dimension symbolique ? Alors géographe ou chercheur, chercheuse en études urbaines, parce qu'on n'a pas forcément tout à fait exactement les mêmes catégorisations disciplinaires. Donc il y a plutôt aux États-Unis des gens qui sont plus structurés un peu par objet ou par type d'espace que par discipline. C'était globalement des gens en études urbaines, et puis une historienne de l'art, notamment Dora Appel, qui travaille beaucoup sur ces questions-là. Donc précisément, vous l'évoquiez, l'un des points fondamentaux de votre thèse interroge la mise en tourisme de ces lieux abandonnés. Est-ce que vous avez pu identifier différentes formes de mise en tourisme, et notamment en regard de cette comparaison entre Détroit et Berlin ? Oui, la différence était assez nette à plusieurs points de vue. D'abord, à Détroit, c'était une valorisation qui était illégale, qui était
C'était assez étonnant parce que ça avait parfaitement pignon sur rue, donc c'était pas quelque chose qui était fait de manière très discrète. Et en même temps, c'était absolument pas autorisé, donc la personne qui proposait ces visites profitait un petit peu d'un interstice à la fois spatial, légal, temporel, donc il y avait l'idée que les lieux étaient pas très surveillés, il y en avait en tout cas à l'époque tellement de lieux abandonnés à Détroit que ils n'étaient pas tous surveillés, sécurisés, donc ils étaient relativement accessibles. Il y avait des lieux dont les propriétaires ne s'occupaient pas vraiment, ni en termes de sécurisation, ni en termes de rénovation. Et puis la police n'était pas forcément à même de surveiller non plus tous les usages qui étaient faits de ces lieux. Donc il y avait un petit peu l'idée que tant qu'il y avait un stock d'abandon suffisant pour mener ses activités sans se faire embêter, il allait en profiter et puis proposer ces visites qui marchaient d'ailleurs assez bien. À Berlin, c'était différent, c'est quelque chose qui était légal, donc qui était fait en accord avec les propriétaires, moyennant aussi un accord économique, le prix de la visite incluait une part qui était reversée aux propriétaires. Donc ça, c'était déjà quelque chose d'assez différent. Un autre élément tenait à l'insertion de ces visites dans le paysage institutionnel touristique. Donc forcément, une visite illégale, elle est en marge du tourisme officiel de la ville. À Berlin, c'était plus intégré et c'était plus accepté aussi par les acteurs institutionnels et par les habitants, au sens où à Berlin, l'abandon n'étant pas plus du tout massif, ça ne posait pas forcément de problème avec les populations. Alors qu'à Détroit, ça peut être beaucoup moins bien perçu, dans la mesure où c'est considéré, en tout cas à l'époque, parce que le contexte a un petit peu changé, comme une activité qui était une activité voyeuriste, voire dans la mesure où il y a des enjeux raciaux aussi très importants à Détroit, voire comme une activité aux relents un peu néocoloniaux. Donc la dimension symbolique et les conflits symboliques autour de cette activité étaient très différents dans l'un et l'autre cas. Et puis le dernier point de différence important tient plutôt aux trajectoires des lieux. À Détroit, c'était une activité qui n'avait aucune incidence sur le devenir des lieux. C'était vraiment une activité qui tirait parti d'un temps de latence, et une fois que ce temps de latence était terminé, l'activité disparaissait, le lieu en général disparaissait aussi, parce que beaucoup de ces lieux ont été détruits. À Berlin, ça pouvait davantage s'intégrer à une trajectoire de réappropriation, de manière en général assez modeste, parce que c'est pas les revenus liés à l'activité touristique qui pouvaient financer une rénovation complète, mais à une échelle assez modeste, ça s'intégrait aussi à des tentatives de revitalisation, et l'argent récolté par le biais de ces visites pouvait servir à financer ces réappropriations. Donc globalement, il y avait un modèle qui était vraiment interstitiel à Détroit, c'était vraiment on profite des interstices tant que ça dure, et puis ensuite c'est terminé. Et à Berlin, il y avait une intégration un petit peu plus marquée à une transition de ces lieux vers un statut autre que le statut d'abandon. Et donc la différence se note aussi dans la documentation. Je pense par exemple, je me souviens pour m'être allé à Berlin, dans les librairies, il y a des livres sur les lieux abandonnés à Berlin, photographiques. Alors par exemple, il y a les livres j'ai oublié son nom, mais celui qui anime le site Abandonne Berlin. Ouais, Charles Fay. Voilà. Et donc, est-ce que à Détroit, donc j'imagine qu'à Détroit, il n'y a pas ce genre de choses, par exemple. Parce que pour Détroit, on connaît les travaux, par exemple, de Romain Meffre et d'Yves Marchand, mais ce sont des Français. Est-ce que localement, il y a aussi des publications sur le sujet ? Alors, il y a quelques publications, mais qui sont un petit peu plus tournées, souvent vers l'angle patrimonial, avec un peu davantage, dans la manière de présenter les choses, la volonté de donner à voir ce qu'était Détroit, de donner à voir des lieux qui sont aujourd'hui abandonnés ou démolis ou dans un très mauvais état, et de dire, voilà, ça, c'est pas juste un lieu abandonné parmi d'autres à Détroit, mais c'est aussi un objet de mémoire collective, de patrimoine, même si c'est pas parce que c'est un objet de patrimoine dans les imaginaires collectifs que c'est protégé dans les faits. Mais on voit quand même dans les librairies de Détroit un certain nombre de publications de ce type. Je pense, sans avoir fait d'études exhaustives sur la question, je pense qu'il y en a quand même moins. Et que c'est moins... À Berlin, disons que c'est quelque chose qui relève un petit peu de la hype de Berlin, quoi. C'est un aspect qui étaye un peu la dimension branchée de Berlin.
alors qu'à Détroit, c'est pas vraiment ça qu'on veut mettre en avant. Mais il y a toujours une différence entre les stratégies des acteurs institutionnels qui, eux, veulent complètement passer sous silence ce côté-là, et puis des initiatives plus isolées de photographes ou de passionnés de patrimoine, par exemple, qui peuvent ici et là publier des choses. Donc sur cette même question touristique, vous avez pu donc étudier les acteurs qui proposent la mise en tourisme, on a commencé un peu à en discuter. Est-ce que vous avez différencié différents opérateurs touristiques ou quels sont les différents types de profils et surtout aussi les profils des visiteurs? Est-ce que vous avez pu repérer selon les lieux différents types de personnes et peut-être une dimension genrée aussi dans ces questions? Ouais, alors rapidement pour les opérateurs, il n'y avait pas de différence majeure à part sur la dimension légale ou illégale, donc ça c'est quand même hyper important, mais sur le profil des prestataires, c'est globalement des gens qui pratiquaient eux-mêmes l'urbex d'une manière ou d'une autre, en se revendiquant de l'appellation ou pas, mais c'est des gens qui avaient eux-mêmes une pratique au départ de ces lieux abandonnés, pour différentes raisons, soit pour des raisons plutôt liées à la pratique de la photo, c'était surtout le cas à Détroit, soit pour d'autres types de raisons, le goût de l'aventure, ce genre de choses. Et en général, la prestation touristique, elle part quand même de cette expertise initiale. Pour les publics, j'ai été assez étonnée finalement, dans le cadre de ma thèse, de voir que c'était pas des publics qui étaient particulièrement jeunes ou particulièrement masculins. C'était finalement assez diversifié. Alors à Détroit, si on compare un petit peu avec le public touristique général de la ville et de l'art métropolitaine, c'est quand même un public qui est plus international, qui était plus jeune, qui venait davantage justement pour les ruines que pour d'autres raisons. Par exemple, il y a beaucoup de gens dans le public touristique global de Détroit qui venaient parce qu'ils avaient des connaissances dans le coin, par exemple. Donc là, il y avait vraiment une différence en termes de provenance, de motivation. Mais sinon, il y avait quand même pas mal de femmes. Il y avait des personnes qui étaient parfois relativement âgées. Je me souviens qu'il y avait un monsieur de 80 ans une fois qui était venu, une dame un poil plus jeune avec sa canne qui déambulait sur le toit d'une école abandonnée. C'était assez étonnant. Donc c'était pas la majorité, mais c'était quand même des gens qui avaient accès à ce type de visite. Et c'est ça qui est intéressant aussi à mon sens, c'est que ça montre que c'est des dispositifs qui donnent accès à ces lieux à des personnes qui, a priori, n'iraient pas hors de ce type d'offre. C'est pas forcément des gens qui feraient de l'urbex seuls. Et à Berlin, c'était là aussi relativement varié. C'était une offre qui était plus explicitement centrée sur la photo, donc c'était beaucoup de photographes amateurs, donc souvent un petit peu moins des personnes très jeunes, à peine sorties de l'adolescence, parce que peut-être c'était des gens qui avaient encore moins de pratique photo, moins de matériel, mais un public globalement assez varié, je trouve. Je trouve ça fascinant parce que le cas de Détroit, par exemple, où c'est illégal, on pourrait dire que potentiellement il peut y avoir des gardiens qui arrivent à un moment quand même. Et je pense au couple de personnes âgées en canne, c'est pas facile d'évacuer les lieux rapidement s'il se passe quelque chose en tout cas. Effectivement, c'était une prise de risque de la part du prestataire et puis des visiteurs, mais un élément qui est intéressant à souligner, c'est que la dimension illégale n'était pas très clairement assumée par le prestataire, en tout cas pas vis-à-vis des visiteurs potentiels, et c'est quelque chose qu'il explicitait au moment du début de la visite, donc une fois que les gens étaient déjà là et avaient déjà payé leur visite. Globalement, ça n'a pas forcément rencontré trop de résistance. Je me souviens d'une remarque ici et là pour dire que quand même ça aurait été intéressant de le dire avant. Mais bon, ça n'a pas suscité de grands élans de révolte. Mais ça joue peut-être aussi sur le fait que des gens qui n'avaient pas conscience du fait que c'était illégal se soient inscrits aux visites et auraient peut-être réfléchi à 2 fois avant de le faire s'ils avaient eu conscience de ce paramètre. Bien sûr. Vous évoquiez la photographie, quelle place vous y donnez dans vos travaux ? Alors dans le cadre de ma thèse, j'ai beaucoup utilisé la photo, mais je l'ai utilisée de manière assez classique finalement, comme forme de documentation de ce que j'observais et comme médium de restitution, donc quelque chose qui est finalement assez classique en sciences sociales, et de plus en plus maintenant que je me tourne un peu vers d'autres projets, je l'utilise à la fois comme données de recherche finalement et comme outil de recherche dans le cadre de méthodes qui peuvent être par exemple celle de la photo-élucidation, donc qui consiste à prendre des photos comme support de l'entretien, soit des photos qu'on a fait soi-même
ou qu'on a sélectionné soi-même, soit des photos qu'on demande aux enquêtés de réaliser en leur donnant une consigne qui correspond en gros à la question de recherche qu'on veut explorer. Et la photo, je me rends de plus en plus compte que la photo, c'est aussi une part de l'expérience corporelle dont on parlait tout à l'heure, et que la pratique de la photo, dans toutes ses dimensions, donc pas uniquement la prise de vue, mais aussi la discussion sur des aspects techniques, le partage sur les réseaux sociaux, les likes sur les réseaux sociaux, les commentaires, etc. Toute cette pratique photographique, tout ce qui tourne autour, c'est aussi vraiment une modalité d'intégration sur le terrain. Notamment quand on explore avec des gens pour qui la pratique photo est importante, c'est vraiment une manière aussi de s'intégrer à cette communauté d'exploration qui peut aussi donner accès à un certain nombre d'informations intéressantes. D'ailleurs, vous parlez d'une communauté. Selon vous, il y a une communauté de l'urbex ou comment on pourrait la décrire du coup si, Alors, je pense que pour apporter une réponse vraiment éclairée à cette question, il faudrait être un peu plus versé dans les travaux sociaux sur le terme de communauté, mais de manière un peu empirique, je pense qu'on peut parler de manière assez lâche d'une communauté de l'urbex qui serait fondée sur un paramètre très basique, et c'est les gens qui pratiquent l'urbex, qui revendiquent de pratiquer l'urbex. Et en même temps, il y a une telle diversité dans les manières de pratiquer, dans les règles qu'on se donne ou pas, qu'on respecte ou pas, que si on s'éloigne de cette définition vraiment à minima, qui est juste fondée sur une communauté de pratique, on peut probablement identifier plusieurs tendances, plusieurs courants, plusieurs sensibilités de l'urbex qui interrogent là, du coup, la possibilité de parler d'une seule communauté, d'autant que c'est un groupe, disons, dans lequel il y a aussi un certain nombre de rivalités, à la fois interpersonnelles, mais aussi liées à des différences de manière de considérer la pratique, est-ce qu'elle doit être, est-ce qu'elle permet de faire ou pas. Il y a quand même quelque chose qui unit, mais vous venez de le dire aussi, c'est la photographie. J'ai l'impression que quand même, quelles que soient aussi les branches, tout le monde va prendre une photographie, même si c'est pas forcément pour un but de photographe clairement artistique. J'ai l'impression qu'il y a quand même une volonté de documenter par la photographie. Oui, alors je pense qu'il y a plusieurs choses là-dessus. Il y a d'abord le fait que en fait, les gens qu'on voit, qui sont visibles, notamment sur les réseaux, c'est nécessairement des gens qui font de la photo ou de la vidéo. Pour le coup, il y a aussi beaucoup de gens dont on voit jamais de photos, mais dont on voit des vidéos. Donc, la visibilité, d'une certaine façon, passe aussi par la diffusion de ce type de production, ce qui pose la question de la place des gens qui n'en prennent pas, en fait. Comment est-ce qu'ils sont repérables, est-ce qu'ils sont visibles autrement, est-ce qu'on peut, du coup, les identifier et saisir un petit peu cette éventuelle branche, sans doute minoritaire de l'urbex, dans laquelle les gens ne prendraient pas de photos. Et puis après, c'est vrai qu'il y a différentes façons d'envisager les photos. Il y a la dimension très esthétique, et puis d'autres gens qui prennent des photos avec une prétention qui n'est pas du tout artistique, mais qui est vraiment une visée beaucoup plus effectivement documentaire, patrimoniale, donc avec vraiment l'enjeu de documenter l'état des lieux, et puis parfois aussi d'en faire un support d'engagement militant, de revendication militante pour une préservation des lieux. Mais est-ce que visiter un lieu abandonné dans le cadre d'une visite touristique, c'est faire de l'urbex ? C'est une question compliquée. Tout dépend en fait de la définition qu'on donne de l'urbex. Ça dépend un petit peu du périmètre qu'on assigne finalement à la pratique. Si on considère que c'est censé être une pratique informelle, qui est en général autonome, qui implique de chercher les lieux, de les trouver, de trouver l'accès, d'assumer aussi une forme d'inconnu, une part d'incertitude, on n'est plus vraiment dans la pratique de l'urbex parce que c'est très cadré. Si on considère que pratiquer l'urbex, c'est aller se balader dans des lieux abandonnés, là ça correspond à la définition. Moi, dans le cadre de mes travaux, je défends l'idée qu'il y a quand même une triple différence entre l'urbex tel qu'on l'entend habituellement et puis le tourisme, qui tient d'abord à une forme de marchandisation de l'activité, qui est au départ pas censée être une activité marchande, à l'intermédiation que propose finalement le prestataire. Il y a vraiment l'idée qu'on va profiter d'un intermédiaire expert qui peut faire la jonction entre un public qui ne pourrait pas forcément faire de l'urbex seul ou qui n'oserait pas, et puis les lieux, donc un prestataire qui prend en charge un certain nombre d'aspects
moins facile, donc chercher les lieux, savoir si c'est risqué, trouver l'accès. Et puis l'idée d'une sécurisation, voire d'une légalisation de la pratique. Donc le fait de fonctionner en groupe, dans le cadre d'un groupe organisé, même s'il est illégal, c'est quand même une garantie de sécurité supérieure à ce qu'on pourrait trouver si on fait ça tout seul ou en tout petit groupe. Et alors, êtes-vous revenu sur les lieux de votre thèse, que ce soit à Détroit ou à Berlin, et dans une perspective d'essayer de voir un peu l'évolution de certains terrains d'études? Oui, je l'ai fait notamment à Détroit, il y a quelques mois. J'ai profité d'une conférence de géographie pour y retourner, et j'ai entrepris de refotographier toutes les friches que j'avais photographiées dans le cadre de ma thèse. Et pour Détroit, c'était vraiment intéressant parce que ça montre en quelques années l'évolution assez impressionnante de l'état d'abandon de la ville, avec beaucoup de lieux qui étaient démolis et qui avaient été transformés en autre chose, enfin le terrain avait été transformé en autre chose. Quelques lieux rénovés, notamment à Détroit, il y a la gare emblématique, la Michigan Central Station, qui était vraiment une des ruines les plus représentées, qui est d'ailleurs la couverture du livre de Marchand et Meffre sur Détroit. Elle a été intégralement rénovée, elle est maintenant flambant neuve, très très belle. Et puis des lieux qui sont toujours là, toujours abandonnés, mais qui ont été sécurisés. Donc en fait, on n'a plus du tout la même situation, le même contexte géographique que celui qui permettait la valorisation touristique. Et d'ailleurs, cette offre touristique a disparu en 2019. Est-ce qu'il y a des lieux qui sont plus mis en tourisme que d'autres? En termes de type de lieu ou de... Je pense par exemple les hôpitaux plus que des casernes ou... Alors je pense que ça dépend pas mal du contexte géographique, mais qu'en revanche les sites un peu imposants, importants, sont plus mis en valeur que des maisons individuelles par exemple. Donc c'est surtout la dimension collective des lieux qui joue. À Détroit, c'était vraiment tout type de lieux, des églises, des usines, des écoles. C'était un peu en fonction de l'intérêt du lieu au sens de son caractère impressionnant et puis de ce qui pouvait rester à l'intérieur. À Berlin, c'était aussi assez divers. Il y avait pas mal de sites, soit médicaux ou militaires. Il y avait pas mal de sanatoriums à l'époque qui étaient proposés. Mais c'est aussi une entreprise qui opère un petit peu en dehors de Berlin, de plus en plus d'ailleurs, puisqu'il y a de moins en moins de sites disponibles à Berlin, et qui choisit les lieux aussi un petit peu en fonction des opportunités avec les municipalités ou avec les propriétaires. Donc ça peut être là aussi assez divers. Je pense que le principal critère finalement, c'est pas tant le type de lieu, donc la fonction intérieure, que l'intérêt que ça peut présenter dans un cadre touristique. Donc le critère finalement, c'est que ça soit suffisamment grand, suffisamment impressionnant, que ça présente suffisamment d'attrait pour des visiteurs potentiels. Et alors ça coûte combien de visiter un lieu abandonné? Eh ben, ça coûte cher. À Détroit, c'était $75. Mais pour une visite qui durait à peu près 4-5 heures. Donc finalement, en termes de taux horaire, c'était assez raisonnable. À Berlin, ça dépendait un petit peu des sites, c'était fait assez différemment. À Détroit, c'était une visite un peu package qui proposait 4 ou 5 sites dans la demi-journée qui n'étaient pas annoncés à l'avance. Donc les $75 correspondaient à cette visite un peu générale. À Berlin, c'était des visites qui étaient centrées sur un seul site et ça allait globalement, il me semble, entre 45 et 75 € en fonction du site et de la durée de la visite. Donc, quand c'était 1h30, 2 heures, c'était 45 €. Si c'était 4 heures, par exemple, c'était plus cher. Donc c'est quand même globalement des visites qui sont assez onéreuses, ce qui peut s'expliquer par le caractère relativement rare aussi de ce type d'offre, même si de moins en moins, par des questions aussi d'assurance, alors surtout à Berlin, puisque à Détroit c'était illégal, donc l'assurance ne couvrait pas ce genre de choses, et puis par la nécessité aussi de reverser à Détroit une partie aux propriétaires des lieux. Donc tous ces éléments-là faisaient que c'était des visites qui, par rapport à des visites touristiques classiques, étaient plus chères. Nous recevions il y a quelque temps Monsieur Curtis, urbexeur, qui nous disait qu'il sentait que la pratique de l'urbex était en train de muter, de changer. Est-ce que c'est quelque chose que vous percevez également comme une fin de l'urbex? Alors je ne sais pas si on peut parler de fin de l'urbex au sens où la nouvelle génération, disons, peut-être considère toujours qu'elle pratique l'urbex et revendique une pratique de l'urbex. En revanche, une transformation à la fois des manières de faire de l'urbex, des manières d'en faire état ensuite, notamment sur les réseaux sociaux, et puis une transformation des règles
qu'on respecte ou qu'on respecte pas. Ça, oui, sans aucun doute. Je pense qu'il y a vraiment une grande différence entre la manière dont pratiquaient ou pratiquent encore des pionniers de l'urbex comme Timothy NM par exemple, et puis des gens qui aujourd'hui font de l'urbex sur un mode beaucoup plus sensationnaliste, en se mettant beaucoup plus en scène, en essayant de produire les vidéos les plus chocs possibles. Donc là, je pense qu'il y a une différence majeure dans les manières de pratiquer et dans les manières sans doute aussi de se rapporter à ces lieux abandonnés. De là à parler d'une fin de l'urbex, je suis pas. Il l'évoquait aussi pour les lieux, en fait, avec le fait que, par exemple, de plus en plus de lieux abandonnés sont maintenant des proies pour la reconversion immobilière, avec, par exemple, en France, les lois autour de l'artificialisation des sols. Qu'il y avait de plus en plus de lieux qui étaient ouverts, des gros lieux industriels, par exemple, qui maintenant, en fait, sont soit reconvertis, soit inaccessibles, soit démolis. C'était un peu de ce côté-là aussi qu'il évoquait, entre la pratique et les lieux aussi. Ok, alors ça, là-dessus, j'ai moins d'informations, disons, sur vraiment une évolution massive du taux de reconversion, par exemple, ou de la façon dont c'est mené. Je pense que ça dépend aussi pas mal des espaces dans lesquels ça se fait, dans des lieux qui sont moins dynamiques, qui sont moins attractifs. La reconversion est probablement un peu moins facile, un peu moins rapide, parce qu'il faut trouver un nouvel usage, il faut que cet usage rencontre aussi des usagers, justement. Mais là-dessus, j'avoue que j'aurais moins de choses à dire. Pour terminer, est-ce que vous souhaiteriez évoquer de nouveaux projets, de nouvelles recherches ? Alors, mon principal projet pour l'instant, c'est de terminer le livre issu de ma thèse, mais j'ai bon espoir que ça se termine rapidement. Et puis, là, je continue à travailler sur l'urbex, mais moins sur le versant touristique, plutôt sur la pratique elle-même, et puis la dimension mémorielle, et justement toute la dimension photographique aussi, à la fois en tant qu'objet de recherche, pour ce que ça dit de la pratique, et ce que ça exprime finalement du rapport au lieu qui se joue dans l'urbex, et puis en tant que méthode de recherche. Et puis j'ai un autre projet qui touche pas à l'urbex cette fois, pour une fois, et qui porte sur la mémoire du patrimoine bâti de l'ex-RDA, mais qui reste encore à mettre en œuvre. Merci beaucoup Le Gallou pour cet entretien. Merci pour l'invitation. Nous vous remercions d'avoir écouté ce podcast réalisé par les doctorants en Seconde Guerre mondiale du laboratoire Istémé de l'Université de Caen. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager. Nous vous retrouvons le mois prochain pour un prochain épisode.